En ce mardi matin qui aurait dû être rythmé par le rituel des fonctions officielles, un pas résonna sur le parquet ciré d'une salle de réunion privée, annonçant un moment que beaucoup pensaient ne jamais voir arriver. Le prince William, futur roi dont le calme légendaire s'était forgé sous le feu des projecteurs internationaux, pénétra dans le sanctuaire du pouvoir britannique. Il était entré dans la pièce s'attendant à une conversation familiale difficile au sujet de fondations caritatives. Il ne s'attendait pas à entendre le nom de sa mère servir de détonateur à une explosion constitutionnelle. Avant la fin de l'heure, le prince de Galles ne serait plus un héritier présomptif défendant la couronne. Il serait un homme de 42 ans revivant la blessure originelle de son enfance. Le décret secret allait être signé, mais le prix de cette signature serait du sang des souvenirs et les larmes d'un fils. William n'a pas simplement fait une annonce, il a porté un coup fatal à la monarchie, et le Royaume-Uni tout entier a été sous le choc. Dans une déclaration maîtrisée prononcée avec une retenue exemplaire, le prince de Galles a changé à jamais l'avenir de la reine Camilla au sein de la famille royale. Ce qui semblait au départ relever du protocole s'est rapidement transformé en quelque chose de bien plus personnel, de bien plus dévastateur et de bien plus irréversible. Ce matin-là, William entra au palais de Kensington avec le silence d'un homme conscient que Nasipoma Abrasso était papa de manière délicate d'annoncer la décision prise. Kensington Palace, l'une des résidences royales en activité, avait déjà été le théâtre d'annonces, mais celle-ci était lourde de conséquences. Elle concernait le règne à venir, la période où l'autorité du prochain roi se concrétiserait. Les aides se tinrent à l'écart. Les hauts courtisans attendirent, gain de tête. Les conseillers juridiques observèrent la déclaration royale sous scellé. Il ne se contenta pas de signer un document. Il ferma une porte. Pour saisir toute la portée de cette confrontation, il faut d'abord regarder au-delà des apparences et s'attaquer à la plaie profonde, qui ronge les murs du palais depuis la fin des années 1990. Pendant une grande partie de sa vie, William a vécu sous l'illusion dorée d'une famille royale fonctionnelle qui avait surmonté avec succès la tragédie de son enfance. Mais la mémoire n'est pas un dossier qu'on archive. C'est un fantôme qui exige sa place à chaque table. Derrière cette annonce se cachaient 3 vies enlacées dans un triangle silencieux. William portant le fardeau de l'avenir, Camilla luttant pour ne pas être effacée de l'institution qu'elle avait mis des années à intégrer. Et Charles pris au piège entre sa loyauté envers sa femme et la survie de la couronne. Il ne s'agissait pas d'une simple décision de cérémonie. C'était une blessure familiale rouverte, sous le feu des projecteurs à la fois crus et impitoyables. Le prince a commencé par imposer son autorité, mais cela n'impliquait pas le confort. Il a annoncé que Camilla n'aurait plus aucune autorité cérémonielle sous son règne et qu'elle serait exclue de la planification de la succession des conseils de transition et des rôles symboliques liés à sa future royauté. Un conseil de transition royal est l'organe privé chargé de préparer la transmission du pouvoir des devoirs et des rôles publics d'un règne à l'autre. C'est pourquoi un silence gêné s'est installé. Il ne s'agissait pas d'un simple changement. Guillaume définissait ainsi le type de monarchie qu'il était prêt à hériter. La monarchie repose autant sur les symboles que sur les lois. Le futur roi ne considérait pas le rôle de Camilla comme un détail insignifiant. Il le percevait comme faisant partie intégrante de la structure que son règne allait hériter. Il ne s'est pas contenté de retirer un titre. Il a effacé une présence. L'illusion dorée de l'unité avait été soigneusement entretenue pendant des années, mais des fissures apparurent lors d'une répétition privée de la succession au château de Windsor. Ces répétitions sont censées régler les détails de ce concerne à Dieu avant qu'ils ne soient rendus publics. Mais cet après-midi-là, l'atmosphère devint explosive. Camilla contesta le rôle cérémoniel prévu pour Catherine et exigea d'avoir son mot à dire dans l'organisation future de la cour de William. Un silence de mort s'installa. Charles détourna le regard. Catherine ne dit rien et William comprit dans ce silence que le règne suivant ne pouvait débuter avec 2 vieux conflits encore en suspens.
Il reconnut le schéma habituel de silence de son père qui pesait sur l'avenir de sa propre famille. Camilla avait demandé une garantie écrite qu'elle conserverait une influence cérémonielle durant son règne. Une garantie écrite est une promesse officielle qui peut servir ultérieurement à protéger une position. Les conseillers se décalèrent. Un courtisan baissa les yeux. Tous comprirent le danger. William recula légèrement sa chaise, non par rage, mais par détermination. Le prince comprit que l'enjeu n'était plus un simple siège, mais une question de pouvoir. La révélation eut lieu dans un petit salon privé de Clarence House, à l'abri des caméras, où le silence était plus pesant que n'importe quel titre à la une. William se tenait près de la fenêtre, Camilla près de la porte, et Charles entre eux tel un homme assistant à la collision de deux destins. Nul besoin d'élever la voix. Le mal était déjà fait avant même que quiconque ne prenne la parole. William avait convoqué cette réunion après la réception d'une note confidentielle intitulée Définition des rôles futurs. La note avait transformé une dispute privée en avertissement formel. Le prince n'était pas venu pour débattre des sentiments. Il était venu annoncer à la reine consort que son influence future sur son règne serait limitée. Camilla s'agrippa au dossier d'une chaise comme si la pièce elle-même avait déraillé sous ses pieds. Elle demanda si Catherine avait sollicité cet avertissement, et William répondit avec une froide clarté. La décision lui appartenait. Charles baissa les yeux lorsque Camilla se tourna vers lui. Le silence du roi la frappa avant même qu'un document officiel ne puisse le faire. Elle avait besoin que Charles la défende, mais il ne le fit pas. Il regarda William, puis le sol, et dans ce simple mouvement, elle se sentit abandonnée. Le monarque aimait son épouse, mais il savait aussi que son fils avait déjà obtenu le soutien de conseillers de transition. Ces conseillers sont des experts privés qui aident à planifier la transmission du pouvoir et des devoirs royaux au prochain règne. Leur soutien signifiait que cette rencontre n'était pas une négociation, mais un avertissement. Camilla demanda si elle continuerait à se tenir aux côtés de la famille lors des futures cérémonies nationales, et le prince refusa de le promettre. Le silence n'est pas une faiblesse, c'est un verdict. Le pouvoir royal s'abat rarement sur nous comme un coup de tonnerre. Parfois, il se manifeste par un dossier délicatement posé sur du bois poli. Après la confrontation, la décision de William suivit les voies occultes de la monarchie. Le prince s'assit seul avec un conseiller constitutionnel de haut rang et entreprit de gommer toute ambiguïté dans le projet. Il raya les formules anodines et les remplaça par un langage ferme. Plus aucune autorité cérémonielle future. Il ne sourit pas. Il ne marqua pas une pause. Il savait que chaque mot serait tranchant comme une lame. Le statut actuel de Camilla demeurait inchangé, et c'était là le point délicat. Elle continuerait d'être traitée avec respect auprès de Charles, mais sa place à la future cour de William était bel et bien effacée, avant même son accession au trône. Un conseiller du palais avertit que cette décision donnerait l'impression que William privilégiait l'avenir de Catherine à la dignité de Camilla, et le prince comprit le danger. Pourtant, il ne fit pas retirer la ligne. Catherine entra brièvement et vit l'épuisement sur le visage de William. La princesse de Galles savait que la fermeté pouvait protéger une monarchie, mais aussi blesser une famille. Elle lui dit que la force sans cruauté n'en était pas moins douloureuse, et il baissa les yeux sur la page, car il le ressentait déjà. Catherine ne lui demanda pas d'arrêter. Elle lui rappela seulement que chaque décision publique laisserait une cicatrice dans l'intimité. Charles ne formula aucune objection écrite. Son silence permet au processus de se poursuivre, tout en lui évitant une rupture publique directe. Cette absence valut autorisation, sans le réconfort d'un soutien verbal. À Clarence House, la nouvelle réalité lui parvint dans une fine enveloppe remise en main, propre avant de déjeuner. Le ton était formel et dévastateur. Camille l'a lu une première fois, puis une seconde. Son avenir était compromis par l'homme qui un jour hériterait de tout ce pourquoi elle s'était battue. La notification confirmait qu'elle ne participerait plus au futur conseil de transition, ni aux événements symboliques de planification du règne. La reine consort pouvait conserver son titre, mais l'avenir s'était dessiné sans elle.
Assise seule, elle était abasourdie par la cruauté implacable du langage officiel. Elle avait déjà subi le jugement public, mais cette fois c'était différent. Ce jugement ne venait pas des journaux, il venait de l'intérieur de la famille. Il venait de William, et la décision du prince lui signifiait que le respect présent ne garantissait pas l'influence future. Le véritable tournant survint lors de la rencontre entre le père et le fils à Wicklow. William comprit alors que Charles n'était plus un prince en quête d'approbation, mais un fils porteur d'une décision qui avait blessé la famille. Le roi ne l'accueillit pas avec colère. Il désigna simplement la chaise en face de lui. Dans ce simple geste, la monarchie retrouva ce qu'elle avait toujours été sous les apparences fastueuses, une famille payant pour le pouvoir. Charles parut plus vieux dans ce silence. Le roi confia à William que Camilla se sentait publiquement humiliée, et il ne le dit pas comme une accusation. Il le dit comme un mari accablé par un fardeau irréparable. William écouta puis répondit que Catherine et le règne suivant ne pourraient jamais commencer sous une autorité rivale. William admet que l'annonce l'avait également blessé. Il confia à Charles que chaque décision difficile concernant Camilla le replongeait dans de vieilles souffrances familiales, celles que le palais avait enfouies sans jamais les guérir. Le prince ne parla pas de vengeance, mais de protection. Charles révéla finalement lors d'une conversation privée enregistrée et conservée plus tard dans les archives du palais qu'il était resté silencieux car il savait que son fils n'agissait pas sous l'emprise de la colère. Le roi pensait que William craignait que des loyautés non résolues ne nuisant à la couronne. Charles mit de côté le compte rendu des réactions publiques qu'il n'avait pas encore lues. Il regarda William et dit « Alors assurez-vous que votre règne soit à la hauteur de la douleur que cela a causée. » Le prince ne répondit pas immédiatement car le prix à payer avait enfin été fixé. Au matin, le palais n'avait plus la mainmise sur l'affaire car le pays l'avait déjà mise à la une de tous les journaux. Sur les tables du petit déjeuner, les quais de gare, les écrans de téléphone et les plateaux de télévision, une question dominait le pays. William avait-il protégé la monarchie ou avait-il publiquement blessé Camilla? Irrémédiablement, Camilla vit la une avant même que quiconque puisse la lui cacher. À Clarence House, le journal publiait une photo de William et de la reine consort coupée en deux sous le titre « Oui, j'ai entendu ça. William pose un ultimatum. Il ne s'agissait plus d'une limite privée, mais d'une humiliation publique imprimée à l'encre noire. William regardait un reportage télévisé au son étouffé Catherine à ses côtés. Les chaînes de télévision présentaient cette décision comme sa première affirmation majeure de son autorité royale future. C'était important, car la Grande-Bretagne n'assistait pas simplement à un désaccord familial. Le pays observait un futur monarque tester son pouvoir avant même d'accéder au trône. Le palais adopta un discours apaisant sur la continuité, le respect et la planification de l'avenir. Mais le public perçut au-delà des mots. Il y vit un fils contestant le présent de son père. Il y vit une épouse reniée, privée d'un avenir qu'elle espérait partager. Buckingham Palace devint le reflet de l'opinion publique. Une petite foule se rassembla devant les grilles et une femme brandissait une pancarte manuscrite où l'on pouvait lire « L'avenir à parler ». Cette simple image traduisit le sentiment partagé du pays. Choc, approbation, tristesse et jugement tout à la fois. Un journaliste influent qualifia ce moment d'émancipation du règne futur, qui s'affranchissait de l'ombre du roi actuel. Le verdict fut douloureux, mais sans appel. Camilla conservait sa dignité actuelle, mais son autorité cérémonielle future sous le règne de William prenait fin. L'autorité cérémonielle ne se limite pas à la simple présence lors d'événements. Elle implique un rôle visible dans l'expression publique du pouvoir. La reine consort ne perdait pas son statut auprès de Charles, mais elle était écartée de la structure de commandement qui allait suivre. La monarchie a encaissé le choc en le qualifiant de planification de transition nécessaire. Le palais souhaitait que le pays voie l'ordre et non la punition. Mais au sein de la famille, chacun comprenait le coût émotionnel. Camilla a ensuite assisté à un moment familial privé avec sérénité, et cette sérénité en disait plus que toute colère n'aurait pu le faire.
Elle est entrée calmement, a salué Charles, discrètement, et n'a pas cherché à s'asseoir au centre, ce qui lui avait un temps semblé envisageable. La dignité peut survivre même quand l'influence s'éteint. William se tenait de l'autre côté de la pièce, étant plus seulement l'héritier attendant l'avenir. Il était devenu celui qui le façonnait. Charles perçut clairement ce changement. Son fils était passé de la patience au commandement. Catherine, quant à elle, garda son calme face à toute cette épreuve. La princesse de Galles ne transforma pas cette décision en victoire, et elle ne porta pas la défaite de Camilla en triomphe. Sa présence discrète devint le symbole du nouveau chapitre, car elle offrit la sérénité là où la famille avait connu la rivalité. La vérité profonde de William était simple. Il n'écarta pas Camilla de l'avenir pour l'humilier, mais parce qu'il était convaincu que les vieilles blessures ne pouvaient pas influencer un nouveau règne. Le futur roi préféra la souffrance présente à la confusion future. Le verdict final sur le différend de Clarence House est sans appel. On ne peut altérer la vision d'un futur roi. C'était la seule chose que la couronne ne peut contrôler, la seule chose que les archives ne peuvent contenir, et la seule chose qui, tôt ou tard, finira par revenir au cœur de l'héritier. L'annonce de William n'était pas un signe de vengeance mesquine. C'était la forme d'autorité la plus puissante que la monarchie ait connue depuis un siècle. C'était la décision qui a assuré un héritage. La monarchie n'a pas seulement survécu. Elle a évolué vers une institution plus efficace, plus forte et plus résiliente. Et c'est le futur roi qui tient la plume. La décision de William a instauré un nouveau principe royal. Les jeunes membres de la famille n'hériteraient plus seulement des attentes. Ils seraient protégés, consultés et autorisés à s'épanouir dans leurs devoirs au lieu d'y être contraints. Cette annonce n'a pas détruit la famille, mais l'a clarifiée. Camilla est restée consort. Charles est resté son époux. William est resté le futur roi. Mais Camilla n'était plus considérée comme un obstacle entre eux. William a entamé la prochaine étape de son mandat main dans la main avec Catherine. Et lorsqu'ils en sont sortis, la monarchie a compris une vérité fondamentale. Le passé pouvait définir leurs origines. Mais William était le seul à pouvoir définir leur avenir. L'ombre de Diana n'est pas un fantôme à craindre en cette nouvelle ère. Elle est le fondement de la vérité. Chaque rôle effacé, chaque influence réduite a été une brique dans l'édifice du règne à venir. La règle d'or de la monarchie moderne est simple. L'héritage se construit sur ce que l'on est prêt à laisser derrière soi. Tandis que William traverse à nouveau les couloirs du palais de Kensington. Le poids de la couronne lui paraît différent. Ce n'est plus un fardeau de silence, mais une responsabilité porteuse de lumière. Il a transformé sa plus grande douleur en un bouclier pour son règne, s'assurant ainsi que les rivalités de sa jeunesse ne se répéteront pas durant son accession au trône. C'était le moment où la couronne a cessé de se tourner vers le passé pour demander la permission et a commencé à avancer sous la direction de William. Au-delà des gros titres sur les changements de pouvoir et les modifications constitutionnelles, l'image qui reste pour des millions d'observateurs royaux est celle d'un fils qui s'affirme enfin pleinement. Il ne s'agissait pas simplement d'un conseil de transition ou d'une notification officielle, mais d'une redéfinition fondamentale de la maison de Windsor. Pendant des années, l'institution s'était appuyée sur un équilibre délicat entre les erreurs du passé et les apparences. William, le visage empreint du même stoïcisme que sa grand-mère, a décidé que l'avenir ne pouvait se construire sur les compromis. Il n'a pas seulement déchu Camilla de son autorité cérémonielle, il a offert au public britannique un aperçu d'une monarchie consciente de ses limites. Le retrait discret de Camilla des conseils de transition marque la fin d'une ère de survie. Elle s'était hissée du statut de persona non grata à la plus haute fonction qu'un prince consort puisse occuper pour finalement découvrir que le véritable gardien du pouvoir était celui qu'elle avait tant ardemment cherché à séduire. Sa dignité face à cette exclusion constitue son ultime acte de service envers le roi qu'elle aime. Pour Charles, le silence qu'il choisit lors de cette réunion fatidique à Clarence House
fut la signature la plus difficile qu'il ait jamais eu à signer. C'était la reconnaissance silencieuse que son rôle d'architecte principal du destin familial cédait la place à celui qui porterait la couronne jusqu'au milieu du XXIe siècle. Quant à Catherine, son rôle de pilier de ce nouveau chapitre n'a jamais été aussi évident. Elle est l'encre dans la tempête, celle qui apporte le calme après la tempête. Elle n'a pas besoin de se battre pour un territoire. Elle était le territoire. Sa proximité avec William et son dévouement inébranlable au bien-être de leurs enfants justifient moralement la fermeté implacable de William. La princesse de Galles n'est plus seulement un membre de la famille. Elle est la gardienne de la lignée. Alors que s'annonce l'inévitable changement de trône, le chemin est désormais débarrassé des vieilles difficultés. La décision de William, aussi douloureuse fut-elle, a permis que son couronnement ne soit pas assombri par les fantômes des années 1990. Son choix est tranché. Le présent appartient à Charles et Camilla, mais l'avenir appartient à William et Catherine. En faisant abstraction des intrigues de palais, quel moment de l'histoire de la famille royale vous a le plus marqué au fil des ans? La décision de William était-elle un acte nécessaire pour préserver l'avenir de la monarchie ou un pas de trop pour une reine qui a déjà tant donné? Nous souhaitons connaître votre avis dans les commentaires ci-dessous. Votre point de vue nous aide à mieux comprendre cette histoire fascinante et est toujours en cours. N'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres analyses approfondies des secrets et des stratégies de la famille la plus célèbre du monde. Nous serons là pour relater chaque bouleversement majeur au sein de la couronne. À bientôt pour une nouvelle analyse.